On se retrouve aujourd'hui pour l'explication linéaire du poème de Rimbaud issu des Cahiers de Douai, Vénus Anadyomène. Sylvain Tesson déclare à propos des textes d'Arthur Rimbaud « Ces poèmes sont des projectiles, 150 ans plus tard, ils nous atteignent encore ». Cahiers de Douai est un recueil de jeunesse. En 1870, Rimbaud a 16 ans. L'homme aux semelles de vent, comme le surnommera Paul Verlaine plus tard, fugue à plusieurs reprises. Durant ses vagabondages, il écrit 22 poèmes. Il les recopie à Douai sur 2 liasses de feuilles d'écolier. Une première comportant 15 poèmes, une seconde avec 7 sonnets, alors qu'il s'est réfugié chez son professeur de rhétorique, Georges Isambard. C'est à Paul de Meny, poète et éditeur, qu'il confie ses poèmes qui seront publiés 18 ans plus tard, sans que Rimbaud le sache. Dans la mythologie, la déesse de l'amour Vénus est décrite comme Anadyomène, autrement dit surgie des eaux, née dans la mer. La peinture met très fréquemment en scène cette naissance, comme c'est le cas dans la toile de Sandro Botticelli au XVe siècle. Rimbaud, à son tour, s'intéresse à cet épisode mythologique, mais le détourne en décrivant Vénus comme une femme hideuse sortant de sa baignoire. Il propose de la sorte un contre-blason, un blason étant un poème qui fait l'éloge d'une partie du corps féminin. Le corps de la femme est décrit de haut en bas, de la tête à l'anus. Ainsi, nous verrons en quoi cette réécriture parodique est signe d'émancipation créatrice. Alors que Rimbaud débute sa description par la tête des vers 1 à 4, il continue par le dos des vers 5 à 6, l'échine et l'ensemble du corps des vers 9 à 11 et termine par la chute du poème des vers 12 à 14. Débutons notre analyse par le premier mouvement, la tête des vers 1 à 4. Le ton parodique utilisé par Rimbaud est audible dès le premier vers. Dans la mythologie, la naissance de Vénus a lieu au milieu de l'eau, nous l'avons dit dans l'introduction, et le plus souvent, la déesse est posée sur un coquillage. Ainsi, lorsque le lecteur découvre le titre du poème, Vénus Anadyomène, il s'attend à un texte célébrant la naissance de cette incroyable divinité. Pourtant, si le poète reste fidèle à une venue au monde dans l'eau, la Vénus de Rimbaud émerge d'une baignoire. Cet objet, bien moins poétique qu'un coquillage, est de plus comparé à un cercueil, comme d'un cercueil vert en fer blanc, vers 1. Le métal utilisé pour concevoir cette baignoire est d'une grande banalité, fer blanc, et s'éloigne des représentations sublimes que l'on peut observer de Vénus. Plus encore, l'apparition de la femme est quelque peu effrayante. Effectivement, le vers 1 se clôt sur le groupe nominal une tête, et le contre-rejet du vers 2, deux femmes à cheveux bruns fortement pommadés, suggère une apparition lente, une tête qui émerge peu à peu. La description des cheveux participe à la dimension parodique du texte. L'adjectif brun, vers 2, est surprenant dans la mesure où la déesse de l'amour est fréquemment peinte avec les cheveux blonds. Mais c'est également leur aspect qui détonne, pommadé. Il est vrai que nous sommes loin des cheveux flottant au vent peints par Botticelli, puisque pommadé laisse entendre qu'ils sont gras. Le rythme binaire lent et bête, au vers 3, continue de détourner l'image traditionnelle de Vénus, qui est présentée comme intellectuellement limitée. Cette idée est d'ailleurs accentuée par la rime entre tête et bête. L'adjectif bête est intéressant à observer dans la mesure où il est polysémique, ce qui signifie qu'il a plusieurs sens. Il rend compte de la bêtise de la femme, mais aussi de son côté animal qui sera développé un peu plus loin dans le sonnet. Enfin, le vers 4 suggère la laideur de Vénus, grâce à un euphémisme, avec des déficits assez mal ravaudés, mais aussi à l'aide de sonorités brutales, en R, en V et en D, présentes dans l'adjectif ravaudé. Le lecteur comprend ainsi que la femme peine à dissimuler ses rides, ses imperfections derrière son maquillage. Continuons notre analyse de la description de Vénus en passant à notre deuxième mouvement qui s'intéressera au dos des vers 5 à 8. Dans la deuxième strophe, le poète se concentre sur le dos de Vénus. 4 adjectifs péjoratifs sont utilisés. Gras et gris, large, vers 5, court, vers 6. La paronomase entre gras et gris, au vers 5, insiste sur le manque d'harmonie du cou de Vénus, disproportionné et terne. De plus, l'antithèse entre large et court rend visible la difformité du corps sur lequel Rimbaud va insister plus encore via les 3 propositions subordonnées relatives, qui saille, qui rentre et qui ressort, vers 6. Le rejet qui saille, en outre, met en valeur le verbe saillir qui rend compte de l'anomalie dans les proportions du corps de la femme. Les sonorités qui rythment cette strophe à nouveau sont brutales et suggèrent le mouvement peu gracieux de Vénus. Nous pouvons noter des allitérations en K, en G et en R, col gras et gris, large, court, rentre, ressort. Elles accentuent la laideur de Vénus.
Enfin, l'accent est porté sur les rondeurs, peu harmonieuses et presque vivantes. La personnification, les rondeurs des reins semblent prendre l'essor, vers 7, donne vie au bas du dos et renforce la dimension effrayante de ce corps. Enfin, le champ lexical de l'embonpoint, rondeur, graisse, vers 7 et 8, termine l'esquisse d'un dos répugnant. Nous allons nous intéresser à présent au troisième mouvement, l'échine et l'ensemble du corps des vers 9 à 11. Dans le premier tercet, Rimbaud décrit l'échine. C'est la colonne vertébrale de l'homme et de certains animaux. Néanmoins, l'utilisation de ce terme, plus communément employé pour les animaux, animalise la femme. Le caractère repoussant de Vénus est mis en exergue par la synesthésie. Alors, synesthésie, c'est la confusion des sens du vers 9. L'échine est un peu rouge et le tout sent un goût. Il est vrai que le poète sollicite les sens de la vue, du goût, de l'odorat, afin de créer l'écœurement du lecteur, qui a presque la sensation de sentir l'odeur répugnante de cette femme. De plus, un enjambement horrible, étrangement, place en tête de vers le terme horrible, dans le but d'accentuer cette laideur. Le substantif singularité, qui est utilisé au pluriel, insiste sur ses nombreux défauts physiques. La proposition relative qu'il faut voir à la loupe, ainsi que les points de suspension, au vers 11, suggèrent que la difformité est telle qu'elle nécessiterait une observation minutieuse et annonce la chute du poème présente dans le dernier tercet. Nous allons à présent terminer notre analyse du poème avec la chute des vers 12 à 14. Le tatouage que l'on découvre au vers 12 révèle que la femme est en fait une prostituée. Seules les prostituées avaient des tatouages à cette époque. L'inscription Clara Vénus justifie le titre du sonnet, mais témoigne surtout de la grande ironie de Rimbaud, puisqu'il s'agit là d'une antiphrase. Clara signifie la brillante. Clara vient du latin clarus, qui signifie clair, illustre, brillant. Et la Vénus que vient de nous décrire Rimbaud est tout sauf claire, illustre et brillante. La périphrase ce corps montre une forme de déshumanisation de Vénus qui n'est réduite qu'à être un corps disgracieux. En outre, son animalité est encore mise en évidence grâce au substantif croupe. Le dernier vers est à observer avec attention. En premier lieu, l'oxymore, bellideusement, dévoile la dimension à la fois repoussante et fascinante de Vénus. C'est un être qui allie la laideur et la beauté. Rimbaud admire Baudelaire, et nous pouvons percevoir ici une influence baudelairienne. Effectivement, l'auteur des Fleurs du Mal transforme la boue en or, autrement dit le lait en beau. Rimbaud, qui a mis en évidence la laideur de Vénus durant 3 strophes, suggère dans ce dernier vers qu'il y a de la beauté dans cette femme hideuse. La description se clôt sur un détail très intime, celui d'un ulcère à l'anus. La rime finale entre Vénus, symbole d'amour et de beauté, et anus, appartenant à un vocabulaire scatologique, vocabulaire très rare en poésie, mais également vocabulaire assez osé, qui montre une fois encore l'audace de Rimbaud, porte à son paroxysme la parodie proposée de Vénus. Dans ce contreblason, Rimbaud parodie la naissance de Vénus et fait le portrait d'une femme vieille, difforme, détournant l'image mythique de la déesse de l'amour et de la beauté. Grâce à ce poème, il dévoile l'émancipation créatrice qui est la sienne et son goût pour la parodie. Marcel Duchamp, en 1919, s'amusera à son tour à parodier la Joconde de Léonard de Vinci en la dessinant avec une moustache et en inscrivant l'allographe LHOOQ sous son portrait.